préfèrent allumer des lives pour se critiquer, mais quand vous appelez les mêmes personnes pour dire parlons-nous pour voir au moins sur quoi on s'entend, ils sont pas capables. Ça, c'est l'esprit. Si j'étais encore un journaliste à Lomé, j'aurais traité ça d'un esprit d'Adidogo qui ne sont pas capables d'aller au-delà de leurs ambitions. La seule solution qu'il y a au Togo par rapport à ce problème pour d'autres, c'est de dégager ce régime et de mettre en place des politiques publiques. Par rapport à l'eau, l'éducation, la santé, l'assainissement et tout le monde vivra mieux. Dans ce live, Joël, activiste béninois engagé aux côtés du peuple togolais, reçoit Danny Komlan Aïda, expert en gouvernance et développement, pour un échange approfondi sur la situation sociopolitique du Togo. Au cœur des discussions, les réalités quotidiennes des populations, les difficultés liées à l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, à l'assainissement, ainsi que les limites des réponses actuelles apportées par les autorités. Face aux nombreuses interventions du public, l'invité apporte des analyses précises et sans détour. Il insiste notamment sur le manque de dialogue constructif et sur la nécessité d'une vision collective et cohérente pour répondre durablement aux problèmes du pays. Selon lui, seule une gouvernance orientée vers de véritables politiques publiques, centrées sur le bien-être des populations, peut permettre au Togo d'avancer vers un avenir plus équilibré et plus juste. Un live riche en enseignements, en prise de conscience et en propositions, qui invite chacun à réfléchir sérieusement nos solutions possibles pour l'avenir du Togo. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous avez 5 minutes à vous entretenir avec M. Danny. Bonsoir, M. Danny. Bonsoir tout le monde, bonsoir à l'invité, M. Danny. Bonsoir, Mike. D'abord, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites pour la jeunesse togonaise et tout l'effort que vous avez consenti dans cette lutte. Maintenant, ma question est la suivante. Nous venons de constater que ces derniers temps, surtout vers la fin de l'année, il y a eu des prisonniers politiques qui ont été libérés. Pensez-vous que les actions que vous avez menées ensemble avec le M66 lors du congrès de l'ONU, tout récemment, a porté ses fruits? Pour la libération de ces prisonniers-là, autrement dit, ça décide comment bien la question, c'est est-ce que nous revendiquons cette libération comme étant à l'actif de nos démarches? Les actions que vous avez menées hier. Bon, je pense qu'il y a plusieurs entités, organisations au niveau national comme international qui ont revendiqué la libération des prisonniers. Fort et son régime ont bluffé, ils n'ont même pas libéré nos compatriotes. Ils les ont laissés rentrer chez eux à la maison en les obligeant à venir pointer régulièrement pour montrer qu'ils sont toujours tenus en laisse. Vous savez, ce n'est pas encore une libération véritable. Donc, la réponse courte est non. Ce n'est même pas quelque chose à revendiquer. Je n'en suis pas fier. En 2022 et 2023, j'étais à Lomé. J'étais venu pour renouveler mon passeport et voir ma famille. Je suis allé au SCRIC. J'ai passé au moins 2 heures à chaque fois et j'ai tenu à voir quelqu'un comme Omolo. Les gendarmes qui étaient là m'ont interviewé, m'ont posé plein de questions. Je croyais qu'on allait me laisser le rencontrer, je ne l'ai pas fait. Donc si quelqu'un comme Omolo est encore là, parce qu'on m'avait obligé à l'époque à avoir une autorisation du doyen des juges pour venir le voir, il n'a pas pu le faire. Donc je crois que non, on n'aime pas. Ce n'est pas une performance à célébrer. C'est plutôt Fort qui joue encore. Juste parce qu'on était en début d'année, il voulait montrer qu'il est... Ok, monsieur Mac, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Je vous remercie. Je vais donner la chance pour vous aussi. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Mac. Merci beaucoup. Voilà, Désiré Métatron, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Danny, c'est Désiré Abekonu. Bonsoir, Désiré. Comment allez-vous? On rend grâce à Dieu. Oui, merci pour tous les efforts qui ont été faits jusque-là. Le combat ne fait que commencer, je pense. Mais moi, ma question est relative au choix que nous avons fait pour cette lutte. Si on regarde les premiers régimes présidentiels, après Olympio, il y a eu Gruniewski, et puis l'armée a pris le pouvoir. Et l'armée a manipulé le peuple togolais, tous les politiciens togolais, y compris le côté indépendantiste ou bien progressiste et tout ça, pour se maintenir au pouvoir, jusqu'à l'extension de l'armée, du pouvoir de l'armée, c'est Faure Gnassingbé. C'est un régime militaire de façade. Pourquoi est-ce que nous choisissons une lutte pacifique contre un régime militaire de plus de 60 ans? Est-ce que nous avons peur de perdre cette guerre si nous choisissons la lutte armée ou combinaison armée et civile?
révolutionnaires. Pourquoi on choisit toujours de se taire et de choisir les voies diplomatiques? Voilà, c'est tout ce que je voulais. C'est neutre, hein, ma question est neutre. C'est pas que moi je fais un choix, mais c'est pour réfléchir, donner à réfléchir, parce que les Togolais n'ont jamais voulu réfléchir sur une autre alternative. Qu'en pensez-vous? Joël n'aime pas qu'on parle de ça sur sa chaîne, mais excusez-nous, Joël. Voilà. Alors, monsieur Dani, répondez à cette question, s'il vous plaît. Ok. Sa question en deux phrases serait de dire pourquoi les Togolais ne choisissent pas non plus une lutte armée comme une alternative de lutte contre le régime. Ben, il y avait eu cette tentative-là, hein, j'ai parlé de 1986, où il y a cette intrusion des acteurs, de quelques acteurs qui ont voulu déstabiliser le régime, qu'on a appelé les terroristes à l'époque. Vous savez, il y a des raisons géopolitiques à cela. Ce petit territoire dont la largeur fait à peine 50 km, engoncé entre le Ghana et le Bénin, dans cette sous-région-là, est-ce que le Ghana et le Bénin veulent servir de base arrière à une rébellion armée contre le Togo? Je ne crois pas trop. Mais entre nous, et là, je ne trahis pas un secret. À ce moment, Rallis fermait les yeux pour voir ce que les Togolais pouvaient faire, mais ils n'ont rien fait. Bon. Mais ceux-là qui ont fait ou n'ont pas fait des choix à un certain moment, ils n'ont pas consulté les autres. Donc, l'histoire, moi, je suis pas comptable ou redevable de ce que nos aînés ont fait depuis l'indépendance. Ils ont fait ce qui était bon pour eux en ce moment-là. Encore que je vois qu'à l'époque, même avant l'indépendance, les acteurs politiques togolais se comportaient mieux que ceux qui sont en face du régime actuel. Hein. Ils se comportaient mieux face à des choix décisifs. Hein. Et à l'époque, alors qu'ils n'ont pas tant d'ouverture, ils n'ont pas tant de capacité, il y a des choix. Aujourd'hui, nos enfants vont juger ce que nous faisons en 2025-2026. Des choix que nous aurions fait. Que ce qui se fait aujourd'hui, en quoi cela engage quelqu'un comme moi, ou bien quelqu'un comme Zaga, ou Ferdinand Haïté? Parce que personne ne nous consulte, personne ne pose aucune question. Nous disons ouvertement ce que nous pensons, et nous invitons des gens parfois à discuter. Il y en a qui viennent, d'autres qui disent, non, vous êtes qui là pour nous inviter à parler? Ouais, dans ces situations-là aujourd'hui. Maintenant, quand un groupuscule fait quelque chose, on ne peut pas opposer ça à l'ensemble. Donc, il y a une réalité. Ce que l'histoire retiendra, que les Togolais sont foncièrement incapables de s'accorder sur des solutions viables de façon collective et durable. Ne me dis pas de répéter la phrase parce que je l'ai pensée du fond de mon cœur et je l'ai dite, tu vois. C'est ça la réalité du Togo. On a un pays où on a beaucoup d'ambition, mais on se donne pas les moyens de nos politiques. Quand des gens ne sont même pas capables d'aller en prison, est-ce qu'ils sont prêts à ce qu'on les abatte? Aujourd'hui, il y a 20 000 Togolais au moins sous les drapeaux au Togo que Ford a préparé pour massacrer la population. Quelqu'un comme moi ne va pas donner, ne pas encourager quelque chose pour que demain à Lomé, on ait des milliers de gens qui meurent à Lomé juste parce qu'ils ont voulu détruire ce régime. Les conditions ne sont pas réunies pour une lutte armée au Togo. Parce que Ford et avant lui son père se sont préparés pour ça. Il n'y a que la population qui peut mettre à terre ce régime-là, le contrôle du monde entier en regardant. On est aussi faible que le peuple iranien aujourd'hui. On est aussi faible que le peuple tibétain aujourd'hui. Quand je discute avec des pays comme la Serbie, Monténégro et autres, ils sont pas loin de nous parce qu'ils étaient dominés aussi par des régimes communistes et des régimes archaïques comme le nôtre. Mais nous sommes voisins du Bénin qui a passé cette étape. Bénin qui a expérimenté du marxisme-léninisme, qui a réussi sa conférence nationale, qui a balbutié, mais qui a eu des alternances, et qui aujourd'hui est sur une trajectoire de développement. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. Pas parce qu'on est maudit, mais parce qu'on a trop de gens qui ne veulent pas aller au-delà de ce que, de façon intrinsèque, ils sont capables de faire seuls. Vous voyez? On préfère allumer des lives pour se critiquer, mais quand vous appelez les mêmes personnes pour dire parlons-nous pour voir au moins sur quoi on s'entend, ils sont pas capables. Ça, c'est l'esprit. Si j'étais encore un journaliste à Lomé, j'aurais traité ça d'un esprit d'Adidogo qui ne sont pas capables d'aller au-delà de leurs ambitions. Merci beaucoup à vous, monsieur Dani, pour cette belle réponse. Merci beaucoup. Alors, nous avons... Merci. Monsieur Désiré, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, oui, c'est très bien. Merci pour l'analyse. C'est tout ce que j'aimerais entendre. Merci beaucoup à vous, monsieur Désiré. Alors, Amazon Aïcha Aboulaye. Bonjour Joël, bonjour monsieur Dani. Aïcha, je suis au garde à vous. Comment vous allez monsieur Dani? D'ailleurs, ça va très bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah, je voulais dire merci pour l'interview, vos paroles, tout ce que vous avez dit était au point. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'écouter
Bon, je ne veux pas dire ça parce que vous n'avez pas dit que vous avez des ambitions politiques pour le moment, donc je ne veux pas dire ça. Bon, merci beaucoup. Je préfère vous écouter 1000 fois que d'écouter fort ou qui que ce soit. Bon, merci pour ça. Ma question pour vous, c'est que comment est-ce qu'on peut galvaniser toute la diaspora pour qu'on puisse parler de la même langue pour faire partir fort et sans Nyasingbe? Excellent. Merci beaucoup, Aïcha, pour cette question qui est très, très pertinente. Je crois que le M66 a offert un cadre de collaboration à la diaspora. Hein. Et de toi à moi, Aïcha, on s'est vu à New York et félicitations à toi parce que nous, on était venus de loin. Tu fais partie de ces Togolais et Togolaises qui vivent en Amérique. Toi, tu es en Californie, mais tu as fait le déplacement, tu as payé ton billet d'avion et on a fait ce qu'on avait à faire ensemble aux Nations Unies. Et c'est ça, c'est ce qu'il fallait faire quand on est dans la diaspora, sans se poser de questions. Aujourd'hui, la diaspora aussi, les gens de la diaspora n'avaient juré que par les partis politiques. Vous voyez? Maintenant, il y a certains qui ont commencé à comprendre que les partis là, fort les a vidés de leur sang. Ce ne sont plus des êtres capables d'opérer de façon autonome. Donc, il faut leur donner une nouvelle énergie. La diaspora est capable de le faire. Et quand je dis comme M66, ça donne un téléthon, je vois qu'il y a au moins une dizaine d'organisations qui continuent à se parler. Il y a un petit comité qui est créé pour gérer les miettes de ce téléthon-là, où je vois des gens vraiment de qualité qui se concertent pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. À vrai dire, le vrai problème au Togo n'est pas, c'est pas une question de ressources financières. C'est une question d'avoir un projet commun qui rallie des gens et d'avoir la discipline qu'il faut pour faire marcher cela. Beaucoup de Togolais sont indisciplinés alors qu'ils se prennent pour des patriotes. Quand on est dans une lutte de libération, ben, certaines choses, quand on te dit de le faire, tu fermes les yeux, tu le fais et puis tu attends. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais il y a des Togolais qui sont parfois, qui exigent trop des autres et qui se imposent eux-mêmes aucune discipline et que c'est les premiers encore à demander des comptes. Donc, mais au niveau de la diaspora, il y a un début de compréhension qui se met en place, qui fait que de plus en plus de gens se parlent. Après New York, par exemple, moi j'étais très très impressionné qu'on nous a invités à Minneapolis, la ville que Ford, c'est son sosie américain, Trump qui essaie de les martyriser aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. En gros, la diaspora est en train de se rapprocher. La diaspora est en train de proposer des formules et en contact avec les partis politiques, la société civile et autres au niveau du terrain. Donc je crois que la diaspora est capable de montrer la voie d'une nouvelle forme d'opposition face à la dictature. Et je répète ce que j'ai déjà dit. De grâce, frères et sœurs des partis politiques à Lomé, ce n'est pas contre vos intérêts. La même diaspora qui vous a tendu la main hier, qui vous a soutenu, est capable aujourd'hui de jouer notre rôle. Pas pour prendre vos places, mais pour préparer l'avenir commun qui doit être radieux et qui doit bénéficier à tous. Voilà, Aïcha, j'ai peut-être été plus loin que ta question, mais je crois que le pays, le peuple nous attend et nous sommes obligés, nous, diaspora, de montrer de quoi nous sommes capables et c'est le moment de le faire. Merci beaucoup, Monsieur Dani. Merci, Joël, pour tout ce que tu fais. J'ai promis à Joël que je lui donnerai une femme nigérienne, une de mes petites sœurs. Mon père a beaucoup de filles. Il aura une jeune fille nigérienne pour se marier, pour tout ce qu'il fait pour le Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Aïcha. Merci. En tout cas, nous, les Africains, nous sommes des polygames, donc je ne peux pas dire non. Ah bon, Joël, je vérifierai ça. À mon prochain passage à Cotonou, je vais parler à ton épouse. Merci beaucoup. Merci alors, monsieur Caras de Caras, rebonsoir à vous. Rebonsoir, mon frère Dani. Il doit savoir reconnaître la voix. Évidemment, donc, mon cher. Ah oui, cela bien mon poignet, donc, tu me dois beaucoup, hein. N'oublie pas que on va en parler après. Donc, je tiens à te remercier. Je vais le dire devant le peuple, si tu continues, je vais tout dévoiler ici. Ah, on ne dévoile pas tout, hein, sinon ça sera une agamie. Et donc, je tiens à te remercier, compatriote de lutte. Je tiens à te remercier. Et ton dévouement, notamment, parce qu'il est opportun à ce moment qu'un cri d'alerte soit lancé à nos compatriotes de la diaspora et ceux qui sont sur le terrain au Togo, que c'est en restant mobilisés, unis, que nous pouvons chasser Faure Gnassingbé. Et je le dis toujours, Dani en a parlé dans ce dire ici, c'est très important. Nous devons nous unir. Surtout, quelqu'un m'a appelé pour la diaspora américaine. Hier, on a parlé plus de 30 minutes. Il me dit, Ben, faites quelque chose pour que la diaspora américaine et canadienne s'unissent. Et c'est encore très important. Et quel est votre avis sur ça? Dani a parlé en sourdine, mais
Si tu peux, au moins aussi, à ton niveau, ce soir, lancer aussi un cri d'alerte que c'est Merci mon frère. Monsieur Ben vient de dire quelque chose de très important. La diaspora togolaise en Amérique du Nord est une diaspora très importante, au même titre bien sûr que d'autres diasporas. Il y en a une très forte en Afrique et en Europe aussi. Je pense qu'il n'est pas compliqué. Ces deux diasporas, États-Unis et Canada, ont déjà eu plusieurs rencontres par le passé. Et j'ai eu la chance même de participer à des réunions de la diaspora. J'appartiens à la diaspora africaine, mais j'ai déjà été invité, par exemple, à Sherbrooke, je ne sais plus en quelle année, au Canada, où j'ai participé, je suis venu dire des choses. Et j'ai été invité une fois, la diaspora est descendue jusqu'à Dakar. Je crois que quand Kody Togo était en train de naître, j'étais à Kinshasa, j'ai pris mon vol pour venir. Et il y a des rencontres qui ont eu lieu à Washington, tout ça. Donc, je crois Ben que ne vous fatiguez pas à vouloir réunir tout le monde. Réunissez ceux qui ont démontré au cours de ces 6 derniers mois une capacité à s'engager, comprendre et à travailler ensemble. Et quand ça va commencer à prendre, les autres viendront. Ne forcez personne à vouloir rejoindre une dynamique. Je crois que c'est comme ça. Et ceux qui sont capables de comprendre les enjeux et adopter le nouveau mode de lutte contre le régime, je crois qu'ils se sont déjà manifestés. C'est cela qu'il faut organiser. Et mon frère Ben, tu peux compter sur moi. On était ensemble à New York et je tiens à saluer ton engagement et ta capacité d'action. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble et nous n'avons pas besoin de nous faire prier pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Monsieur Kalas, vous êtes satisfait de la réponse? Tout à fait. Je suis du même avis que lui. Et je le dis encore pour ceux qui sont dans la diaspora américaine et canadienne ou bien du côté de l'Amérique du Sud, le moment est temps que nous puissions quand même aller avec ceux qui sont capables d'aller avec nous. Merci. Merci beaucoup à vous. Agbasivi de Ferdinand Haïté, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aïda. Bonsoir Agbasivi. Le cardinal n'a pas fait de messe aujourd'hui, mais nous prions pour qu'il se repose bien. Merci. Bonsoir. Alors, la vraie fille de Pia, bonne question à notre invité. Oui, la vraie fille de Pia. Je vais poser la question à monsieur Aïda. Monsieur Aïda, en ce moment, la population de Yoto souffre d'un manque d'eau dans toute cette préfecture. Et tous les jours, les habitants font des lives. Tous les jours, il y a des dames de 60 ans, 50 ans qui ouvrent les panels parce que trop c'est trop. J'aimerais vous poser la question, comment ils peuvent faire, où ils doivent s'adresser pour qu'on puisse remédier à ce problème. Vraiment ça. Merci pour ta question. Je m'attendais à toutes les questions sauf à ce genre, mais là tu touches du doigt à une question réelle. Et je suis sûr qu'à l'exemple de Yoto, beaucoup d'autres endroits de notre pays n'ont pas ce minimum vital qu'est l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? J'aurais pu, dans des conditions normales, dans une république normale, donner l'adresse d'un tel ministère, de telle direction régionale qui s'occuperait de ça, mais au Togo, c'est pas le cas. Là où il manque le minimum, c'est parce que des gens n'ont pas envie, n'ont pas eu envie d'en donner. On ne peut pas, dans un petit pays comme le Togo, avoir d'addition d'eau. Il y a eu des programmes d'assainissement et d'eau financés par le budget de l'État, financés par des dons extérieurs, mais qui n'ont jamais donné. Qu'est-ce que les gens de Yoto peuvent faire? Déjà, ils font bien d'en parler publiquement. C'est très important. Tablibo, j'ai connu cette préfecture il y a au moins 10 à 20 ans, que j'y ai pas mis pied, mais à l'époque déjà, c'était comme un désert. J'y étais une fois parce que Agboibo faisait quelque chose là-bas, on était allé voir comment c'était chez lui. Qu'est-ce que Tablibo peut faire? Tablibo n'a qu'à... Je crois que les ressortissants de Tablibo qui sont hors du Togo doivent s'approprier ce problème et faire en sorte que la grande diaspora aussi donne. Malheureusement, le régime qui est à Lomé n'autorise pas la diaspora à réaliser des choses. Sinon, en quelques jours, nous, on peut mobiliser des fonds pour dire, voilà, on creuse ceci, on fait forage par ici et autres pour aider en attendant. Mais ils vont pas nous laisser faire. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est que on relaie. Il faut que le message soit connu. Il faut que la situation que vivent les populations de Tablibo et environ soit connue. Et on verra la réaction des autorités. Je m'attends pas à ce qu'ils fassent grand-chose. Est-ce qu'elles fassent grand-chose? Mais au moins que ce problème ne soit pas caché. Et partout ailleurs au Togo où ça va mal, il faut que cela soit connu du reste de la population et du reste du monde. Et la diaspora n'a qu'à capter cela
et accompagner, ne serait-ce que psychologiquement, ces populations qui souffrent. La seule solution qu'il y a au Togo par rapport à ce problème pour d'autres, c'est de dégager ce régime et de mettre en place des politiques publiques. Voilà. Mettre en place des politiques publiques par rapport à l'eau, l'éducation, la santé, l'assainissement et tout le monde vivra mieux. Voilà ce que je peux dire. C'est tout. Vraiment, merci beaucoup à vous pour cette réponse. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, ça sera tout. Merci. Merci. Merci, bonne soirée. Oui, merci beaucoup.